Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. L'affaire dite des diamants québécois à Anvers s'emballe et atterrit à la justice, auteur de troublantes révélations qui impliquent le président de la République du Sénégal, des personnalités politiques de premier plan et le groupe Mimran. Maître Moussa Diop a été convoqué à la sûreté urbaine. Quelques heures avant, une plainte pour diffamation avait été déposée par les avocats de Ali Ngouille Ndiaye. Déclaration finale de la COP28 à moins de 24 heures de la fin du rendez-vous. Le bras de fer se poursuit entre les différents groupes sur la sortie des énergies fossiles à la tête de celui des pays les moins avancés. Le Sénégal reste ferme sur la question, une position que notre pays compte maintenir jusqu'au bout malgré la pression de certains pays occidentaux. Et puis bientôt les fêtes de fin d'année. La place de l'Indépendance annonce déjà la couleur. La mairie de Dakar a assuré la décoration de ce lieu situé au centre-ville. Sapins, jeux de lumière, objets de déco, tout est fait pour faire ressentir aux Sénégalais l'ambiance de fête malgré la conjoncture économique. Dans ce journal également, le tour d'Europe des Lions. En France, Bamba Dieng est de nouveau titulaire et décisif avec Lorient. En Angleterre, Pape Matar Sarr et Tottenham renouent avec le succès pendant que Everton de Gana Gueye enchaîne les défaites. L'affaire dite des diamants québécois s'emballe et atterrit à la justice, auteur de troublantes révélations contre le président Macky Sall et d'éminentes personnalités politiques. Maître Moussa Diop a été convoqué à la sûreté urbaine quelques heures avant. Les avocats de Ali Ngouille Ndiaye cités dans cette affaire ont porté plainte pour diffamation contre l'ancien directeur de Dakar Demdik. L'autre partie citée dans cette affaire, le groupe Mimran, rejette les accusations. Cher Diop, on peut donc dire que c'est un tir groupé à l'endroit de l'avocat. Je viens de recevoir la convocation de la sûreté urbaine de Dakar pour présentation immédiate. Je me dirige au commissariat central avec eux. C'est ce que Maître Moussa Diop a publié sur son compte Facebook officiel. Une convocation qui fait suite à l'autosaisine du procureur de la République après ses accusations contre Ali Ngouille Ndiaye, ex-ministre de l'Énergie, d'avoir accordé de manière présumée frauduleuse des autorisations d'exploration minière à un industriel étranger opérant au Sénégal, le groupe Mimran. Ces accusations de l'ancien directeur de Dakar Demdik ont fait écho jusqu'à Paris. Après la sortie de Ali Ngouille Ndiaye pour se dédouaner et annoncer une plainte, le groupe français a tenu à apporter un démenti à travers un communiqué. Le groupe Mimran dément formellement ces allégations mensongères qui ne reposent sur aucun fait matériel avéré, peut-on lire sur le document qui nous est parvenu, avant d'ajouter qu'il se réserve le droit d'user des procédures légales idoines pour faire face à tout acte attentatoire à son honneur et à sa crédibilité. Dans une déclaration faite à la presse ce week-end, l'ancien allié de Macky Sall a exhibé des correspondances dites confidentielles entre Macky Sall, Ali Ngouille Ndiaye et Jean-Claude Mimran. La première lettre dévoilée aurait été écrite par Ali Ngouille Ndiaye à l'homme d'affaires français pour lui assurer la délivrance d'une autorisation d'exploration d'une mine dans le nord du pays. Une affaire qui atterrit donc sur la table du procureur pour le candidat déclaré à la présidentielle qui ouvre un nouveau front à 2 mois de l'élection. Et puis ces accusations ont également fait réagir l'actuel directeur général de la société des mines du Sénégal, SOMISEN, Ousmane Cissé, apporte des éclaircissements et défend le président Macky Sall. Selon lui, la SOMISEN étant le bras du Sénégal dans les exploitations minières, il ne figure pas dans leur agenda. Une société minière qui exploite du diamant au Sénégal et selon lui toujours, du point de vue géologique, le Sénégal n'a pas les roches favorables à la production de diamants. Il a fait face à la presse cet après-midi et je vous propose de l'écouter. Projet minier en phase d'exploitation et dans lequel projet l'État a une prise de participation, il revient à la SOMISEN de gérer ces participations de l'État. Et dans le portefeuille que nous avons, il ne figure pas une société
minières qui exploitent du diamant au Sénégal. Dans les années 60-70, beaucoup de missions ont été effectuées sur le terrain pour rechercher du diamant. Et ces missions ont conclu que les quelques petites pierres qui ont été retrouvées l'ont été dans le lit du fleuve de la Falémé et que c'était en réalité du diamant alluvionnaire ou éluvionnaire qui provenait de la Guinée, emporté par les courants d'eau. Depuis lors jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles découvertes. Parce que, du point de vue géologique, le Sénégal ne contient pas les roches qui renferment le diamant. S'il n'y a pas de diamant à exploiter, donc, nécessairement, il n'y a pas un permis d'exploitation ni une concession minière. Mais tout de même, l'État du Sénégal, pour la meilleure connaissance du sous-sol, a eu quand même à délivrer des permis de recherche. Le permis de recherche est différent de l'autorisation de prospection. L'autorisation de prospection, elle est délivrée par le ministère des Mines, mais c'est un directeur qui signe l'autorisation de prospection. Lorsque l'autorisation de prospection elle est délivrée et qu'à la fin que le titulaire ou le bénéficiaire donc, identifie une zone d'intérêt, c'est à ce moment précis qu'à travers une convention minière négociée entre l'État et le titulaire, qu'un permis de recherche est délivré. Donc ce qui veut dire que toute la phase de recherche dans l'industrie minière au Sénégal, c'est une phase qui est gérée à l'intérieur du ministère des Mines. Également, dans l'actualité, l'immeuble Djaraf du Point E visité par les flammes ce matin. L'incendie, pas de victime, seule une voiture a été endommagée. L'incendie qui est parti du sous-sol a été très vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Pour le moment, son origine reste inconnue. Le préfet de Dakar, qui s'est dépêché sur les lieux, nous fait le point au micro de Mamseyna Boubabou. Oui, on a été interpellé ce matin vers les coups de 10 heures d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de ce bâtiment qu'on appelle communément l'immeuble Djaraf, qui abrite pas mal de services au niveau de la commune de Point-E. Aussitôt interpellés, les sapeurs se sont déportés immédiatement, vraiment en un temps record, pour venir quand même à bout de ce feu. C'est un feu de sous-sol de l'immeuble, n'est-ce pas, qui s'est déclaré à partir de la boîte technique du bâtiment. Donc, plus de peur que de mal. Les sapeurs ont pu, à temps réel, vraiment maîtriser le feu et l'éteindre complètement. Il y a aussi aujourd'hui un dispositif qu'on a mis en place pour dégager tout ce qui est fumé, parce que c'est un feu de sous-sol, c'est très compliqué. Alors donc, voilà ce que nous pouvons dire. Par rapport maintenant aux dégâts, il y a un véhicule qui est partiellement endommagé, parce que c'est le véhicule qui était à côté de la boîte technique, n'est-ce pas, du bâtiment. On ne pourrait pas pour le moment affirmer, n'est-ce pas, l'origine du feu. Une enquête est déjà ouverte. Ce qui va déterminer effectivement l'origine du feu. En tout état de cause, l'essentiel a été fait, le feu est éteint. Maintenant, pour les causes quand même, on ne peut pas quand même présager, mais c'est l'enquête qui va déterminer effectivement les causes. Et plus rien ne va entre l'Union démocratique des enseignantes et enseignants section Canel et l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département. Les syndicalistes remettent en cause la gestion de l'IF et exigent plus de considération de sa part. Les précisions à Canel de notre correspondant Amadou Mardialo. Les enseignants de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants de la section Canel sont noirs de colère. Face à la presse, ils remettent en cause la gestion de l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département, le nommé Mohamed Bassir Diop. Monsieur l'inspecteur, vous ne respectez pas les enseignants qui sont dans votre circonscription. Vous bafouez sans cesse nos droits pour tenter de nous inscrire dans un certain larbinisme. On n'est pas des larbins et on ne le sera pas. Malheureusement, monsieur l'inspecteur, malgré toutes nos tentatives de vous faire revenir à la raison, vous restez campé dans votre position. Vous êtes l'IF qui, jusqu'à présent, n'a pas payé correctement les indemnités aux examens de fin d'année. Des omissions et des confusions de virements incompréhensibles et inadmissibles sont toujours constatées, sans oublier de pointer du doigt les véritables difficultés dans les convocations avec son lot d'incohérences, de grattes, de corps
d'établissement et même parfois des agents déjà mutés ou bien même décédés qui reçoivent des convocations depuis leur tombe. Ces enseignants s'insurgent également contre des ponctions dites irrégulières et invitent l'IEF de Kanel à revoir sa copie. S'y ajoute ce que nous considérons comme du vol sur les salaires des honnêtes travailleurs que nous sommes, car des ponctions irrégulières, injustes, allant de 20 000 à 25 000 que vous opérez pendant des mois et sans cesse concernant les collègues empêchés lors des examens de fin d'année. Avec le départ massif des enseignants, la réapparition des classes double flux et le nombre pléthorique des abris provisoires notés dans la partie du Ferlo du département, s'ajoutait ce bras de fer qui remet en question les relations entre enseignants et inspecteurs dans une période où l'année scolaire risque de connaître des perturbations. Nous avons tenté de joindre l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kanel, mais nos tentatives sont restées vaines. Je vous le disais dans les titres, déclaration finale de la COP28 à quelques heures de la fin de cette conférence internationale sur les changements climatiques. Le bras de fer se poursuit entre les différents groupes sur la sortie des énergies fossiles. Le Sénégal à la tête de celui des pays les moins avancés reste ferme sur la question. Et d'après Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés, cette position sera maintenue jusqu'au bout, malgré la pression de certains pays occidentaux. Les précisions à Dubaï de notre envoyé spécial, Papa Ibrahim Ndiaye. Dans les coulisses de la 28e conférence des partis sur le climat, le président du rendez-vous international, Sultan Ahmed Al-Jaber, affiche son sourire et son optimisme. Une image qui contraste avec les négociations sur les énergies fossiles. À Glasgow, on n'avait pas réussi à nous entendre sur le phase-out, c'est-à-dire la sortie définitive de ces énergies. On avait tout simplement adopté un langage beaucoup plus flexible, le phase-down, c'est-à-dire baisser la consommation d'énergie fossile. Alors, les discussions se poursuivent présentement dans le cadre de la transition juste. Et comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui s'intéresse particulièrement à ces discussions parce que le Sénégal, dans quelques mois, sera un pays producteur de pétrole et de gaz. Et il est de notre intérêt aujourd'hui que dans les discussions, que nous puissions nous positionner sur des questions qui prennent en compte nos intérêts. Pour Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés du Sénégal, le groupe des pays les moins avancés n'est pas contre les compromis, mais il prévient, pas question d'être flexible sur la question des énergies fossiles. C'est pourquoi, d'ailleurs, les pays comme l'OPEP, hier, ont en tout cas fait une déclaration très forte en disant clairement que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que la transition énergétique soit seulement focalisée sur la sortie des énergies fossiles. Et ils ont parfaitement raison parce que c'est une question de survie. C'est une question de survie pour leurs économies. Ces pays dont le Sénégal réclame une sortie progressive et pose leurs conditions sous d'autres enjeux environnementaux. Parce que d'autres pays sont en train de parler de transition énergétique en mettant le nucléaire sur la table. Alors que le nucléaire, d'un point de vue écologique, mais constitue une catastrophe pour nous. N'est-ce pas? Pourquoi le nucléaire? Parce que justement, la production d'énergie à travers le nucléaire génère des déchets qui sont des déchets dangereux. Même dans les pays où on utilise cette forme d'énergie-là, et souvent les écologistes, on les entend très souvent poser sur la table le problème de la gestion de ces déchets issus de la production d'électricité à travers le nucléaire. Les discussions se poursuivent, les réunions s'enchaînent à Dubaï, mais la fumée de la discorde des énergies fossiles plane toujours sur la déclaration finale, une déclaration très attendue par les médias du monde entier. Direction Louga, le village de Boulal bénéficie d'une plateforme communautaire de transformation du lait financée par l'ambassade de Pologne en partenariat avec l'agence régionale de développement de Louga. Le projet a déjà permis à 40 femmes du village d'être formées en entrepreneuriat et techniques de conservation du lait et des productions animales. Les précisions de nos correspondants Nala Diop et Serine Thiam.
Après avoir décortiqué et clarifié les objectifs de ce projet financé par l'ambassade de Pologne en partenariat avec l'ARD pour la commune de Boulal, les acteurs ont défini les différentes activités que sont formation en entrepreneuriat, réhabilitation de l'espace de production de la plateforme. C'est un projet qui vient à son heure parce qu'il va permettre de renforcer les capacités des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du leadership, dans le domaine de la maîtrise de la chaîne de valeur de la transformation du lait. Aboubakri Sow, le maire de Boulal, se réjouit du choix porté par l'ARD sur sa commune qui a accueilli ce projet. C'est un sentiment de satisfaction de pouvoir bénéficier de ce financement polonais avec l'appui technique de l'ARD. Être retenu, c'est quelque chose, mais comme on entre dans la phase de mise en œuvre du projet, je crois qu'il faudrait qu'elle se batte pour exécuter, que l'on puisse exécuter le projet de façon à satisfaire les partenaires techniques et financiers. Aminata Dadelka, la présidente du DURPEL, directoire des femmes en élevage de Boulal, a du mal à casser sa joie. Je suis très contente. Les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction. Nous avons la passion du métier, raison pour laquelle toutes les femmes souhaitent participer à ce projet. Après la cérémonie de lancement du projet, place à l'élaboration des tâches et du planning. Cette étape consiste à définir les différentes actions à mettre en place pour amener les bénéficiaires à s'approprier ce projet dans un délai bien déterminé. Et à Kaolack, une campagne de sensibilisation a été organisée sur les violences basées sur le genre à l'occasion du forum de clôture des séjours d'activisme. Les jeunes qui sont venus de partout de la région ont eu accès à des informations nécessaires concernant la lutte contre les violences basées sur le genre. Le forum de clôture a été initié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec le ministère de la Femme, mais aussi celui de la Jeunesse. Écoutons à ce propos Mohamed Ndiaye, directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. À la gare de Dakar, puis au Grand Théâtre National, où nous avions la participation de toutes les parties prenantes de la vie sociale de notre pays. Aujourd'hui, 6 jours après, naturellement, nous nous acheminons vers la clôture de cette campagne. La leçon que nous tirons, c'est que le mal, certes, il existe au niveau mondial et n'épargne quasiment aucun pays. Ça, c'est un constat, mais il faut reconnaître qu'au Sénégal, quand même, il y a une prise de conscience énorme. Oui, ça touche les femmes, mais c'est un problème de tous. Et les hommes doivent se l'approprier et porter le combat à la place même des femmes. Et c'est cette masculinité positive-là que le chef de l'État a promis à l'occasion de cette conférence continentale qui a inspiré maintenant tout ce qui s'en est suivi. Et aujourd'hui que nous clôturons la campagne des séjours d'activisme au Sénégal, on a de quoi se réjouir que le phénomène, je ne dis pas qu'il est en train de reculer, mais en tout cas fera face à un mur d'acier devant qui ne va pas accepter que la femme soit affaiblie et soit véritablement victime de ce phénomène des temps modernes. Et puis ce matin, c'était la clôture de la semaine de la petite enfance et de la case des tout-petits. Lors de la cérémonie, il a été question d'élaborer des stratégies pour le bien-être et l'avenir des tout-petits. Et dans ce domaine, justement, notre pays a fait beaucoup d'efforts avec un taux de préscolarisation qui a atteint 18,2%. Explication, Papa Bokarmbo et Moussa Dia. Le Sénégal a fait des efforts dans le domaine de l'éducation et la protection des enfants, avec une forte augmentation du taux de préscolarisation selon Xavier Hospital, conseiller régional en éducation de la santé en Afrique de l'Ouest de l'UNESCO. Nous constatons un progrès considérable en matière de l'éducation et de la protection de la petite enfance au Sénégal. Le taux brut de préscolarisation a augmenté de 2,4% en 2000 à 18,2% en 2022.
ce qui représente une augmentation remarquable. Pour développer la culture de la paix, pour que l'environnement scolaire soit sécurisé pour tous les enfants, la directrice de Special Olympics préconise une acceptation de la différence. Cette acceptation de la différence est le point d'entrée pour offrir une éducation de qualité pour tous, mais également le point d'entrée pour une société inclusive, donnant sa place à chacun et à chacune, quelle que soit sa race, ses origines, ses croyances et ses aptitudes et capacités. Cette cérémonie de clôture de la semaine de la petite enfance et de la case des tout-petits est une occasion pour Maïmouna Sissoko, directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, de revenir sur le bilan de leurs activités. Nous avons organisé une belle randonnée pédestre également et nous avons également inauguré des cases des tout-petits au niveau de Louga, à Koki, dans la commune de Tchamen et au niveau du département de Dagana également, à Richard Toll. Clap de fin de la semaine dédiée à la petite enfance. Face aux violences qui n'épargnent pas les couches les plus vulnérables, l'éducation à la paix dès la petite enfance va permettre de couper le mal à la racine, d'après les acteurs. Et puis le port autonome de Dakar a accueilli ce matin le 22e navire de croisière de l'année 2023. Il s'agit du deuxième plus grand navire de croisière de la compagnie Holland America Line en provenance de Miami. Ce paquebot de 11 étages, long de 286 mètres et 32 mètres de largeur, avait à son bord 1500 touristes qui vont parcourir ce lundi la capitale dakaroise. Les précisions de Maria Diallo et Sidignan. Je suis très contente d'être ici parce que je voulais beaucoup connaître votre pays. 8 heures passées de quelques minutes, les voyageurs qui descendent du navire de croisière Ziderdam rejoignent leur bus. Ils sont prêts pour une journée de tourisme à Dakar. Lucie, francophone, accompagnée de son mari, fait partie de cette aventure. On est parti de la Floride depuis à peu près 50 jours, maintenant 50-60. Ça s'appelle le Grand Voyage autour de l'Afrique, c'est 73 jours. Maintenant, c'est la dernière étape, et ensuite il reste Cap-Verdé, puis ensuite on rentre aux États-Unis. Nous sommes à ce jour au 22e navire de croisière au port de Dakar cette année, contre 2 navires en 2022. Ce qui montre le travail qu'a fait la Direction générale du port autonome de Dakar en collaboration avec l'ASPT, Agence sénégalaise de la promotion du tourisme. À remercier le ministre du Tourisme, le ministre Mamba Aignan, avec qui nous avons travaillé sur 2023 pour répondre à la commande essentielle de retour du tourisme croisière avec des conditions d'accostage les meilleures, mais aussi garantir le circuit touristique pour que nos touristes, quand ils sortent de ces navires, puissent suivre un corridor adapté, sécurisé, procéder à leur mission d'attractivité et de reprendre le navire qui repart tout à l'heure à 18h. Et en relation avec la SPT, nous allons signer un protocole cette semaine pour consacrer le projet stratégique du port de repenser son activité. Ces bateaux croisières peuvent contribuer sur l'économie du pays. Des prestations des artistes locaux sont prévues selon le directeur général de la SPT. Que lorsque les navires accostent, qu'on ait des spectacles de locaux qui interviennent effectivement à l'intérieur de cette magnifique spectacle. Les croisières font partie des offres très importantes en matière de tourisme. Et la particularité des croisières, c'est la contribution en termes de pouvoir d'achat. Parce que ceux qui sont dans les navires peuvent avoir une contribution significative en matière de contribution au PIB. Environ 1500 touristes ont envahi la capitale ce matin. Le Sénégal a reçu son premier bateau de croisière le 9 décembre dernier. Un protocole sera signé cette semaine pour repenser la qualification de certaines parties du port dans la croisière et dans le circuit touristique. Et bientôt, les fêtes de fin d'année, la place de l'Indépendance annonce déjà la couleur. Elle a été décorée par la mairie de Dakar. Sapins, jeux de lumière et autres objets de décoration. Tout est fait pour faire ressentir aux Sénégalais l'ambiance de fête, malgré la situation économique difficile qui pourrait leur empêcher de penser
à célébrer Noël et le Nouvel An. Papa Bokarmo et Barasso pour le reportage. Le décor pour les fêtes de fin d'année est planté à la place de l'Indépendance. La mairie de Dakar a mis les petits plats dans les grands pour cette année. Sapins, jeux de lumière et autres décorations attirent le regard des passants. Noëlla Diouf admire. J'apprécie les jeux de lumière, c'est très joli et surtout, comment dirais-je, l'année qu'on a écrit là-bas, l'année 24 qui s'approche. On est à la fin du mois de décembre. Ouais, j'apprécie beaucoup. Les décorations annoncent la couleur pour les fêtes de fin d'année, mais l'engouement a drastiquement baissé, selon Ahmed Diédhiou. D'habitude, en cette période de décembre, tout est fin prêt. On était tranquille, mais avec les récentes manifestations, tout est à l'arrêt. Je ne dirais pas qu'on ne va pas célébrer la fête, mais on va compter les jours. L'argent n'est plus là. Une situation économique difficile en est la cause, d'après Emmanuel. Déjà, il y a la Covid qui a eu en 2020 qui a carrément bloqué toute l'économie du monde, ça a plombé un peu tout. Il y a aussi l'inflation, l'augmentation des prix et tout. Du coup, ça devient un peu plus compliqué pour les gens de s'offrir des cadeaux, des trucs comme ça. Donc ça fait que les gens ils pensent plus trop à la fête, quoi. De jour comme de nuit, les objets décoratifs enjolivent la ville de Dakar. En attendant que les poches se remplissent pour que la fête soit belle, la mairie de Dakar, elle a déjà fait sa partition. Sport à présent. Les cadres de la Fédération sénégalaise de badminton ont bénéficié de 2 sessions de formation. Une dizaine de délégations venues de plusieurs pays d'Afrique ont pris part à cette formation initiée par la Fédération mondiale de badminton. Une belle opportunité justement pour notre pays qui doit préparer les Jeux olympiques de 2026. Les explications de Saïkou Seydi. Pour le président de la Fédération sénégalaise de badminton, ces 2 sessions de formation sont arrivées au bon moment. On veut un maillage du badminton en donnant l'opportunité, la chance à chaque enfant où il se trouve, de Dakar aux contrées les plus éloignées, de pratiquer le badminton. Aujourd'hui, nous avons un lot de 10 Sénégalais qui sont venus de Sédhiou, qui sont venus de Ziguinchor, qui sont venus de Matam. Aussi de Saint-Louis qui viennent apprendre pour servir le badminton. Et surtout à former les jeunes pour une meilleure participation aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Nous sommes basés sur la politique de la jeunesse et concernant l'élite 2026 qui est cette élite qui est consacrée pour les joutes de 2026, nous avons un groupe de 20 jeunes de moins de 16 ans qui vont demain représenter valablement le Sénégal pour ces pré-joutes parce qu'on a mis en place un plan de développement sportif en commençant par les U15. Conscient des efforts faits par la Fédération sénégalaise de badminton, la Fédération mondiale a décidé d'accompagner le Sénégal. La BWF a créé en collaboration avec la FaceBad, un projet d'héritage, ce qu'on appelle Legacy, et pour les Jeux de Dakar 2026. Donc pendant ces 2 formations, on a pu constater que la fédération elle est très active. On voit qu'à travers le leadership du président, M. Diandi, que le badminton a vraiment bougé depuis sa création. En 2019. C'est une fédération très jeune, mais on voit qu'elle est présente dans beaucoup de régions au Sénégal. Un plan d'héritage qui va également permettre à la Confédération africaine de booster la discipline sur le continent. On est dans l'implication de ce plan d'héritage. On est complètement impliqué parce que les Jeux olympiques de la jeunesse sur le continent africain, ce n'est pas que le Sénégal qui va en profiter, mais tout le continent africain. Donc on en profite avec ce plan d'héritage pour implémenter les programmes et aider à développer les capacités et renforcer les capacités des fédérations. Ces techniciens venus de 10 pays ont pris part à ces 2 sessions de formation qui se sont déroulées à Dakar pendant 2 jours.
Football à présent en France, Bamba Dieng est de nouveau titulaire avec Lorient et s'est montré décisif malgré la défaite face à Marseille. En Angleterre, Pape Matar Sarr et Tottenham renouent avec le succès pendant que Everton de Gana Gueye enchaîne les défaites. Et en Turquie, Mamba Batam et Mbaye Niang soignent leurs statistiques. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cheikh Diop. D'abord en France, Bamba Dieng a retrouvé le 11 de départ de Lorient lors de la réception de son ancien club. Mais les retrouvailles ne se sont pas bien passées puisque Marseille s'impose 4-2. Néanmoins, Bamba Dieng a montré de belles choses et est décisif sur le deuxième but des Merlus. Ismaïla Sarr et Formose Mendy sont entrés en cours de jeu. Avec l'AS Monaco, Ismaël Jacobs était titulaire et Crépin Diatta remplaçant lors de la précieuse victoire au Roison Park face à Rennes 2-1. En Ligue 2 française, Ibrahima Niane a ouvert son compteur but avec Angers qui s'est qualifié en Coupe de France aux dépens des amateurs de Plys Robinson. En Angleterre, Pape Matar Sarr était de retour dans le 11 de Tottenham qui a corrigé Newcastle 4-1. Idrissa Gana Gueye était aussi titulaire avec Everton qui a battu Chelsea 2-0. Nicolas Jackson a débuté sur le banc. Moussa Niakhaté et Cheikh Kouyaté, eux, sont de retour dans le 11 de Nottingham Forest qui concède un nul, un but partout face à Wolverhampton. Un crochet en Écosse où Abdallah Sima continue de marcher sur l'eau. Il a marqué ce week-end son 9e but de la saison avec Glasgow Rangers qui s'impose devant Dundee United 3-1. En Turquie, pour finir, Mamba Batam a marqué son 11e but de la saison avec Kayserispor qui bat Pendikspor 2-0. Mbaye Niang a aussi marqué lui son 8e but de la saison avec Adana Demirspor qui s'incline finalement devant Galatasaray 3-1. Pa Abou Cissé, de même qu'Abadou Ndiaye était titulaire dans ce match. Et puis, retenez qu'un joueur sénégalais, Lamine Camara, a été sacré meilleur jeune joueur de l'année 2023. C'était lors des CAF Awards 2023. Le Nigérien Victor Osimhen a été élu Ballon d'Or africain 2023. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn.